Bonjour à tous, bienvenue dans cette 12e leçon d'analyse technique. Alors dans celle-ci, nous allons étudier les supports et les résistances en zone de gap. Et donc le but de cette leçon, c'est de voir comment les cours se comportent sur des zones de gap en fréquence mensuelle et hebdomadaire. Alors bien entendu, comme d'habitude, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors ce que je vais faire ici pour vous montrer l'intérêt de prendre en compte les gaps dans l'analyse technique ou dans votre analyse technique, je vais parcourir avec vous différents graphiques, donc en fréquence mensuelle ou en fréquence hebdomadaire, pour vous montrer comment identifier les gaps et ensuite comment prendre en compte ces gaps dans votre analyse. Donc on va commencer ici avec le titre Natixis. Et alors comme à chaque fois qu'on fait l'analyse de gap, l'idée c'est de repérer les gaps visuellement. D'accord? Donc on repère un gap visuellement, comme ici on voit qu'on a un gap. Donc je vous rappelle, un gap c'est un écart de cotation entre deux séances. Donc les deux séances, ça peut être, en fait c'est deux chandeliers. Donc ça peut être deux chandeliers en unité de temps mensuelle, hebdomadaire, journalière, etc. En gardant à l'esprit que les gaps les plus importants ont lieu en fréquence mensuelle et hebdomadaire. Alors, on voit ici qu'on a un gap, donc ici c'est assez visible, il n'y a pas besoin d'aller vérifier. Parfois on verra qu'on a des gaps qui sont plus compliqués à déterminer. Et donc quand c'est le cas et quand on n'est pas sûr, ce qu'on fait c'est qu'on met ici son curseur au niveau du chandelier et on va regarder en haut à gauche de l'écran. Vous voyez qu'on a 4 lettres, d'accord? Si je regarde ici, on a O, H, L et C qui veulent dire Open, High, Low et Close. Et donc ce sont les cours d'ouverture, les points hauts, les points bas et le cours de clôture atteint en séance. En gardant à l'esprit que la séance correspond ici à un mois, puisqu'on est en unité de temps mensuelle. Alors ce que je fais à titre personnel pour l'analyse de gap, c'est qu'en fait je les repère longtemps à l'avance, c'est-à-dire que je prends un graphique et je vais les repérer comme ceci. Donc les gaps haussiers, je les repère avec un rectangle vert et les gaps baissiers, je les repère avec un rectangle rouge. Et vous verrez pourquoi ça a son importance. Donc je place ici mon curseur en haut du chandelier, je repère mon gap ici. Vous voyez, ici j'ai un gap. Et alors ce que je fais ici, je vais dans Paramètres et au niveau des coordonnées, je vais écrire ici 2000 pour en fait prolonger mon rectangle à droite. Vous allez voir comme ceci. D'accord? Donc mon rectangle en fait va se prolonger dans le temps. Et alors ce qu'on doit faire, alors attendez, je vais améliorer un peu la présentation en mettant un trait un peu plus épais. Et ici, on va mettre une zone un peu plus claire. Voilà, comme ceci. Et alors l'idée bien entendu, c'est que lorsqu'on a affaire à un gap haussier, la zone qui est représentée par le gap ici devient ensuite une zone de support. Alors ça devient une zone de support au moins à court terme. Donc les cours de Natixis ici font leur vie, et puis ensuite ils reviennent. Vous voyez, 2 ans plus tard, ils reviennent tester cette zone. Et alors bien entendu, quand on a en tête qu'un gap haussier est une zone de support et un gap baissier est une zone de résistance, on sait ici qu'on a une zone de support. Et quand on regarde ici les cours, on voit que le chandelier vient tester cette zone de support. Vous voyez, je vais zoomer ici. Le chandelier vient toucher cette zone de support et en fait on a des acheteurs dans cette zone. Vous voyez, on a des acheteurs dans cette zone. Alors les cours viennent pénétrer cette zone et repartent ensuite. Alors, il faut bien comprendre en analyse technique que une zone de support, d'accord, premièrement, on appelle ça une zone et c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un niveau strictement déterminé, c'est-à-dire qu'ici, on a un gap qui est représenté entre cette zone et cette zone, pour autant, c'est toute la zone qui est là, et donc c'est une zone qui peut être légèrement au-dessus, légèrement en dessous. Ce qu'il faut retenir, c'est que la zone de support est déterminée par le gap, qui fonctionne ensuite comme tout type de support, comme une sorte d'élastique. D'accord? C'est-à-dire qu'une fois qu'on vient pénétrer cette zone, il faut imaginer en fait cette zone se plier, s'enfoncer avant de rebondir. C'est comme ça que fonctionne une zone de support. C'est pareil sur des moyennes mobiles, c'est pareil sur des zones de support horizontales, c'est pareil sur des zones de support obliques. Et c'est la même chose avec les résistances. D'accord? Donc, une fois qu'on a un gap haussier ici, on sait que ça devient une zone de support au moins à court terme. Alors à court terme, ça veut dire qu'en fait, quand on va revenir tester cette zone, ça va fonctionner comme une zone de support. D'accord? C'est d'autant plus vrai avec les zones de gap en fréquence mensuelle, et également en fréquence hebdomadaire. C'est beaucoup moins vrai à plus haute fréquence, donc sur des unités de temps, par exemple de 5 minutes. Alors ce qu'on doit retenir ici, c'est qu'on a une zone de gap haussier. Alors ce qu'on doit retenir ici, c'est qu'en fait, on a une zone de gap, que cette zone fonctionne comme un élastique
et que lorsqu'on a un gap haussier, d'accord, la zone fonctionne comme une zone de support. Inversement, quand on a un gap baissier, la zone fonctionne comme une zone de résistance, au moins à court terme. Alors il y a un deuxième point important, ce deuxième point important c'est qu'une fois que cette zone est cassée, donc par exemple, et vous le verrez plus tard, une fois que la zone est vraiment cassée et que la tendance suit son cours, cette zone peut éventuellement servir comme une zone de résistance avec inversion de polarité. Je vais en parler ensuite. Alors on a un gap haussier ici, et ce qu'on va voir c'est un peu comment fonctionne ce gap haussier au fur et à mesure du temps qui passe. Et vous allez voir que c'est là où ça devient très intéressant. Alors afin d'être le plus précis possible dans ma présentation, il faut également savoir qu'un gap haussier a son équivalent japonais qui est la fenêtre haussière. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, les japonais appellent ça une fenêtre haussière. D'accord? Donc fenêtre haussière pour un gap haussier et fenêtre baissière pour un gap baissier. Donc fenêtre haussière pour un gap haussier et fenêtre baissière pour un gap baissier. J'aurai l'occasion d'y revenir dans mes vidéos de présentation des chandeliers japonais. D'accord, que je vais commencer à la leçon 13. Donc on y va, on va le faire rapidement, on n'a pas de gap ici, ok, ici on a un gap haussier, donc zone de support, et on voit qu'ici on a un beau support, les cours repartent de l'avant, ok, on continue la démonstration. Là on n'a pas de gap, on continue, c'est magnifique, on continue. Ok, pour l'instant je ne vois pas de gap. Alors on va continuer la démonstration comme ceci. Voilà. Ici potentiellement on a un gap. On va regarder donc point bas. Je regarde le L. Donc point bas low 4,35 et point haut ici high 4,33. Donc ça veut dire qu'ici en fait vous voyez il y a un écart de 2. Donc comme il y a un écart de 2 on va le marquer ici. Donc ici on a affaire à un gap baissier puisqu'on est en tendance baissière, donc on va le marquer comme ceci. Vous voyez, ici on a un gap et je vais le prolonger dans le temps ici en mettant 2000. Voilà, gap baissier. Donc pour rappel, un gap baissier devient une zone de résistance. D'accord? Donc zone de résistance, on va voir comment ça fonctionne. Donc les cours descendent, je ne vois pas d'autre gap, ça continue. Hop! On vient de retomber sur la zone de support, d'accord? Zone de support, pourquoi? Parce qu'on avait un gap haussier historiquement. On est en fréquence mensuelle, unité de temps mensuelle, on a des acheteurs, c'est une zone d'achat. On retrouve des acheteurs. Ok, les cours repartent de l'avant. On revient dans cette zone. Alors la question c'est, est-ce qu'on a cassé la zone? Oui ou non? Concrètement, on pourrait l'avoir cassé, il va falloir vérifier ce que font les autres chandeliers à côté pour être sûr qu'on l'a bien cassé. En se rappelant bien entendu que les zones de gap fonctionnent comme des élastiques, d'accord? Les zones de support et de résistance fonctionnent comme des élastiques. Donc c'est pas parce que visuellement on l'a cassé ici que en fait on l'a réellement cassé. Il faut imaginer que cette zone de gap en fait est en train de plier, pour autant elle n'a peut-être pas rompu. Donc on va regarder ce qui se passe et c'est exactement ce qui se passe ici, voyez? Donc la réalité c'est que cette zone a bien fonctionné comme une zone de support. Alors on continue la démonstration, on va regarder ce qui se passe, nouvelle zone de support, il y a des acheteurs dans cette zone, et puis on remonte. D'accord, on remonte, nouvelle cassure. La question qu'on se pose, est-ce qu'on a cassé cette zone de support? Est-ce qu'on l'a véritablement cassée? D'accord? Donc on va regarder ce qui se passe, et ça repart de l'avant, d'accord? Pourquoi? Parce que cette zone fonctionne comme un élastique. Donc on va continuer ici, la démonstration, hop. Donc là on est en train de se rapprocher, vous voyez, de la zone de résistance, donc on va voir si ça fonctionne vraiment comme une zone de résistance. Et vous voyez ici, on est à proximité de la zone de résistance, et qu'est-ce qui se passe? On a des vendeurs. Alors, il faut se rappeler ici qu'on est en fréquence mensuelle, d'accord? Donc ça c'est un mois de cotation. Donc il faut imaginer que les cours en unité de temps journalière en fait sont montés quasiment jusqu'à la zone de résistance, et on a eu des vendeurs. Idem ici, on voit ici qu'on a une tentative de cassure, et on a à nouveau des vendeurs. Là il s'est passé 3 mois de cotation. Pourquoi? Parce qu'on a une belle zone de résistance ici. Alors on va continuer la démonstration. Alors là on a une belle cassure. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait on a une étoile filante, figure en étoile filante ici. Et donc on va regarder ce qui va se passer ensuite. Et alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous voyez, figure en étoile filante. Alors ça en chandelier japonais, mais je vous en parlerai. En fait les figures en étoile filante comme ceci, ça devient des zones comme ceci de résistance. J'aurai l'occasion d'en parler.
bien entendu. Ça devient des zones de résistance, d'accord? Et en fait, on voit ici que ça marche très bien comme résistance. On revient tester la zone et on repart. D'accord? Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous le voyez, hein? La zone qui était une zone de résistance ici, en fait, elle est cassée ici. Et en fait, elle est retestée ici. D'accord? Et c'est là qu'on peut faire rentrer en compte les figures chartistes qu'on a vues en fait dans les leçons 1 à 11. Et donc, en prenant en compte les figures chartistes, on voit ici qu'on a une formation en double bottom. D'accord? Alors je vais vous le faire, hein, je vous fais la démonstration parce que c'est ça qui est intéressant finalement. Donc, on a un double bottom ici. Donc on va le faire comme ceci. Hein. J'essaie de faire des liens entre toutes les vidéos. Hein. Vous voyez, j'essaie de faire un lien entre ce que je vous montre au niveau des gaps et tout ce que je vous ai montré jusqu'ici au niveau des figures chartistes. Donc on aurait quelque chose comme ceci. Vous voyez, on aura un... Alors je vais le faire comme ceci, hein, puisque l'idée c'est qu'en fait on ait un double bottom ici. Voilà, on a un double bottom et c'est parti. Et les cours partent fortement de l'avant. Alors on est toujours à la recherche de gaps hein, pour voir si on voit des gaps. J'en ai pas vu d'autres pour l'instant. Alors là, les cours partent fortement en hausse. On a des cours qui partent fortement à la verticale. Vous voyez qu'ici, on a à nouveau une étoile filante. Alors, c'est un quasi doji pierre tombale, mais bon, on peut le considérer comme une étoile filante. J'aurai l'occasion d'en parler. Et vous voyez, on a des cours qui se rétractent. Avec ici, vous voyez, en fait, on a un double sommet. Bon, je ne vais pas aller plus en détail dans l'analyse ici, mais voilà. Alors, cette zone de résistance, en fait, vous voyez, devient un support ici. On a un rebond ici, il ne faut pas oublier qu'on est en unité de temps mensuelle. Donc, vous voyez, on a un rebond sur 3 mois. Et avec une reprise haussière ici de, si je prends juste ma zone de résistance devenue support, de 51%. Donc, ce qui n'est pas rien quand même. En gardant à l'esprit qu'en analyse technique, on a souvent des inversions de polarité, c'est-à-dire des retests de zones qui deviennent des zones inverses. C'est-à-dire qu'une zone de résistance peut potentiellement devenir au moins à court terme une zone de support, et inversement. Donc on rebondit sur cette zone fortement, 51%, la tendance de fond est une tendance baissière, on casse cette zone, et qu'est-ce qui se passe ensuite? On vient se poser ici sur l'ancienne zone de support, vous voyez, rebond sur la zone de support, on redescend, on remonte, vous voyez, donc cassure de la zone de support, on remonte sur la zone de support, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on oscille entre la zone de support, vous voyez, et la zone de résistance. Vous voyez, on est venu reprendre cette zone de support. Vous voyez, ici on a un double bottom, alors on peut le visualiser comme ceci, hein. Ça donnerait quelque chose comme ceci. Ok, donc premier creux, deuxième creux, double bottom, on remonte, et là qu'est-ce qui se passe? Cette zone redevient une zone de résistance. Pourquoi? Parce que initialement c'est une zone de résistance que j'ai matérialisée en rouge. D'accord? Donc ça veut dire que dans cette zone on a des vendeurs. Alors bien entendu ça ne dure qu'un mois, on voit que les cours repartent fortement à la hausse ensuite, vous voyez, et ensuite reviennent tester cette zone, d'accord, pour marquer l'inversion de polarité. Donc ensuite les cours repartent à la hausse fortement, et on revient tester cette zone à nouveau qui devient une zone de support. Pourquoi? Parce qu'on a une inversion de polarité. Donc support, support, support. Alors c'est valable tant que la zone ne casse pas. Ensuite, si elle casse, on peut descendre un cran plus bas. Donc c'est ce qui se passe ici. On a une cassure et vous voyez qu'en fait, comme d'habitude, hein, on a une cassure et les cours se reprennent. Pourquoi? Parce que cette zone est devenue une zone de support. Ça fonctionne comme un élastique et ça repart. D'accord? Donc les cours repartent de l'avant. On revient tester cette zone et vous voyez que ces zones sont des zones très marquées, hein, puisque vous voyez qu'à chaque fois, quand on revient tester ces zones, vous voyez, on la teste pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, puis après on la casse et on revient 3 mois plus tard sur cette zone à nouveau. Ici c'est pareil, puisqu'on vient tester cette zone 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Vous voyez, on casse, on revient tester ici. Alors généralement quand on vient retester une zone comme ceci avec des mèches, comme ceci, ça indique potentiellement l'inversion de polarité, donc c'est-à-dire ce qui était zone de support ici, donc c'est-à-dire en fait ancienne zone de résistance devenue support ici, cassé ici, retesté, donc ça veut dire à nouveau zone de résistance. On redescend et qu'est-ce qui se passe? Les cours viennent chercher la zone de support qui est un cran plus bas. Et qu'est-ce qui se passe à nouveau? On a des acheteurs sur cette zone, vous voyez, les cours repartent fortement à la hausse.
vous voyez, donc on en est là, et donc si je regarde un peu le graphique d'un point de vue historique, hein, vous voyez, on a toutes ces zones qui sont identifiées. On a ces deux zones qui sont identifiées, et ces deux zones ont très bien fonctionné en tant que zone de support ici et zone de résistance ici. Vous voyez, donc c'est pour la démonstration, pour vous indiquer qu'en fait, vous voyez, on a une zone qu'on a identifiée au départ qui était un gap haussier, qui était historiquement une zone de support, et qui en fait a fonctionné comme support une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ici, elle n'a pas fonctionné, même si on peut estimer qu'elle a fonctionné comme un élastique. Puis ici, comme un double appui ensuite. Donc quasiment 2 fois ici, et une nouvelle fois ici. Vous voyez, on est descendu, on est remonté. Vous voyez, donc ce sont des zones extrêmement importantes. Les gaps haussiers, les gaps baissiers en fréquence mensuelle et hebdomadaire sont des zones extrêmement importantes lorsque l'on fait de l'analyse technique. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un autre titre et on va faire la même chose. Donc c'est parti, on va aller chercher le titre Peugeot, donc on va aller regarder le titre Peugeot, donc PSA, c'est parti, et on va regarder ce que ça donne. Donc toujours en unité de temps mensuelle, donc fréquence mensuelle, et on va regarder les différents gaps. Donc comme d'habitude, hein, on fait une analyse visuelle du graphique. Donc on va remonter, on voit ici qu'on a un premier gap, donc on y va, on le matérialise comme ceci à l'aide d'un rectangle pour marquer la zone de gap, vous voyez. Donc on est ici, ici je vais augmenter, donc ici je vais prolonger le gap dans le temps, comme ceci, et je vais le matérialiser en vert pour indiquer qu'initialement c'est un gap haussier, ou une fenêtre haussière si on parle en chandelier japonais. Donc on a un gap ici, je vais essayer de bien le positionner, comme ceci. Comme ceci. Donc on a un gap haussier ici, on continue l'analyse, d'accord? Donc on n'y prête pas attention, mais on a identifié une zone importante dans laquelle on devrait retrouver des acheteurs historiquement. Donc on continue ici, on voit qu'on n'a pas de gap, on n'a pas de gap, on n'a pas de gap. Ici on a un nouveau gap haussier, donc on va le matérialiser comme ceci. Gap haussier ici, c'est parti, paramètres, je prolonge mon gap haussier dans le temps, comme ceci. On continue, donc là, il ne se passe pas grand chose. Ok, donc on a un gap haussier ici. Vous voyez qu'ici, il fonctionne comme une zone de support, au moins à court terme. Donc on a des cours qui viennent chercher le gap, qui viennent combler le gap, et on a un rebond ici. D'accord, donc on a un rebond si je me base sur la zone du gap ici. Vous voyez, si je prends le bas du gap, on a un rebond, si je prends le point haut ici, de 24-25% environ. D'accord, donc un gap haussier devient une zone de support au moins à court terme. Vous voyez qu'on a déjà une anticipation ici, on a un premier rebond, deuxième rebond, et ensuite on vient éventuellement casser le gap plus tard. Donc un gap haussier ici qui devient ici. Donc on a un gap haussier qui fonctionne en tant que zone de support naturellement et qui vient ici être testé avec une inversion de polarité et qui fonctionne comme une zone de résistance. Donc on continue un peu la démonstration, les cours font leur vie, donc on va regarder un peu ce que ça donne, je ne vois pas de gap pour le moment. Alors là on a une belle cassure du gap ici, on va regarder un peu ce qui se passe ensuite, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est qu'en fait ce gap, donc premièrement, fonctionne toujours comme une zone de support quand les cours sont au-dessus. Vous voyez, on repasse au-dessus, on vient le retester, zone de support. Et quand on repasse en dessous, zone de résistance. Vous voyez, on vient de le repasser en dessous, zone de résistance ici, zone de résistance ici. On continue, on va regarder ce qui se passe. Toujours zone de résistance. Alors là, on a une vraie cassure. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut regarder ici, c'était les points hauts qui étaient ici. Donc on avait une zone de résistance ici, on va regarder ce qui se passe. Hein. Donc en chandelier japonais, ici on a une belle zone de résistance. Pourquoi? Parce qu'on a une étoile filante ici, avec une structure de retournement. Donc on avait un point ici, une zone de résistance ici. Et on a une autre zone de résistance ici. Vous voyez? On va continuer, hein, juste pour voir ce que ça donne. Une autre zone de résistance ici, qui en fait fonctionne ici comme zone de résistance. Donc en fait, il ne faut pas prendre en compte uniquement les gaps, mais il faut prendre en compte les chandeliers japonais également, qui nous donnent les zones de résistance. C'est juste pour vous expliquer un peu ce qui se passe ici, en dehors du gap. Donc on continue la démonstration, on va regarder ce qui se passe. Vous voyez, et là, ce qui se passe en fait, c'est que vous voyez, on avait cette zone de résistance ici. Donc je vais continuer un petit peu.
Voilà, vous voyez, on avait cette zone de résistance ici, et comme d'habitude, on a un retest de cette zone, y compris un retest du gap ici, qui fonctionne toujours comme zone de support, et les cours repartent de l'avant. Donc on va continuer, je ne vais pas prolonger cette zone ici, puisque ce n'était pas l'intérêt de cette vidéo, mais on va continuer sur les gaps, on va regarder ce qui se passe. Donc Peugeot suit sa vie. Donc Peugeot fait sa vie tranquillement, on va regarder, toujours pas de gap. On va regarder ce qui va se passer quand on va revenir sur les gaps historiques. Ok. Ici, on revient sur un gap historique. On voit qu'ici, vous voyez, il y a à nouveau des acheteurs dans cette zone. Alors, ça ne veut pas dire que cette zone va tenir, mais ça veut dire qu'à court terme, et quand je dis court terme au niveau des chandeliers japonais, ça veut dire que soit sur le premier chandelier qui va venir toucher cette zone, soit sur les quelques chandeliers suivants, cette zone en fait va servir de zone d'appui. D'accord, de zone de support. Donc on va regarder ce qui se passe ensuite. Vous voyez, c'est quand même magnifique. Donc cette zone sert comme zone d'élastique, les cours reviennent vers cette zone. Alors bien entendu, c'est peut-être une inversion de polarité, on va regarder ce qui se passe ensuite. D'accord? Et là, ce qu'on voit en fait, c'est que effectivement, c'est une inversion de polarité. C'est-à-dire qu'en fait, cette zone ne tient pas, donc elle sert de zone de résistance ici, puis de zone de support, et puis en fait, on n'arrive pas vraiment à s'affranchir de cette zone, et les cours repartent à la baisse. Et donc ensuite, on atteint une deuxième zone de support, puisqu'on est sur un gap haussier ici, donc zone en vert, et vous voyez, ça fonctionne très bien comme zone de support. Et il ne faut pas oublier qu'on est sur des chandeliers mensuels, hein, donc là, il se passe quasiment un an de cotation. Donc on continue, et on va revenir vers une ancienne zone de support qui fonctionne comme une zone de résistance. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe au niveau du chandelier? On vient frôler cette zone et on repart à la baisse. Il y a des vendeurs dans cette zone. Ancienne zone de support, validée ici comme zone de résistance, ça devient donc une zone de résistance, comme ici. Vous voyez? Donc on continue un peu pour voir ce qui se passe. Cette zone est finalement cassée. Alors il ne faut pas oublier qu'ici on a une zone, vous voyez, on va prendre les chandeliers japonais, mais ici on a un doji pierre tombale et on a une étoile filante côte à côte, ce qui veut dire qu'ici on a une zone de résistance, mais ça j'aurai l'occasion de vous le présenter plus tard. Vous voyez, donc on a une belle zone de résistance hein, qui fonctionne très bien ici. Vous voyez que si je prolonge la zone ici, ça fonctionne très bien comme une zone de résistance. Vous voyez, donc on redescend, on repart à la baisse, puis on revient ici tester le support. Hein, vous voyez que ça marche toujours. Hein. On est donc la première zone a été identifiée une dizaine d'années avant, et vous voyez que ça fonctionne toujours. On a un support ici, un support ici, un support ici. On remonte ici, ici on a une belle zone de résistance qui fonctionne toujours, c'est les chandeliers japonais. Et puis après, les titres se retournent. Vous voyez, si je prolonge ma zone ici en chandelier japonais, alors c'est pas l'objectif de la leçon, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, ça fonctionne aussi très bien comme zone de résistance. On revient ici, et donc on se retrouve aujourd'hui, vous voyez, les cours d'aujourd'hui sont ici, et donc ça fonctionne toujours comme une zone de support. Donc, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos d'analyse technique, vous savez qu'on avait un objectif sur le titre à 10,70 € de mémoire, et vous voyez qu'on est venu chercher l'objectif chartiste, pour autant basé sur les gaps ici. Les cours se sont repris et sont remontés au niveau du gap, qui sert toujours de zone de support. Alors ça ne veut pas dire que cette zone de support va permettre au titre de repartir de l'avant tout de suite, hein, mais ça veut dire qu'à court terme, donc à horizon 1, 2, 3 mois, on a une zone de support ici intéressante qui maintiennent les cours à ce niveau. D'accord? Pourquoi? Parce qu'historiquement, on a des acheteurs dans cette zone. Et alors c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en mémoire quand on fait de l'analyse technique, c'est que les cours ont une mémoire. D'accord? Le marché a une mémoire, les cours ont une mémoire. Donc les zones qui historiquement étaient importantes, notamment les zones de gap, d'accord, sont mémorisées par le marché, si bien que ces zones restent des zones importantes sur lesquelles on peut travailler. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour ma démonstration. Donc les cours se sont arrêtés aujourd'hui. Je vais un peu élargir le graphique pour voir un peu ce que ça donne. Alors on va fermer cette fenêtre ici. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Donc ici on avait repéré un gap à l'entrée, donc en 1986. Vous voyez que ce gap a fonctionné ici en 2013. Hein, donc entre 1986 et 2013, ça fait quoi? Ça fait 96 10 ans, 2006 20 ans, 2016 30 ans, donc ça fait 27 ans. Vous voyez, 27 ans plus tard, ce gap a toujours fonctionné. La zone de support a fonctionné. Donc ici on avait également un autre gap haussier, donc potentielle zone de support. Donc zone de support une fois,
2 fois, 3 fois, 4 fois, puis 5 fois, et de multiples fois ici, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Vous voyez? Alors, bien entendu, zone de support à court terme, on peut le reprendre également par en dessous, et quand ça reprend par en dessous, potentiellement zone de résistance. Donc zone de résistance une fois, 2 fois, 3 fois, 3 fois pour le moment. Donc ce qui veut dire que si jamais les cours de Peugeot venaient à descendre plus bas, hein, alors je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, hein, je n'en sais rien pour être honnête, mais si les cours de Peugeot venaient à descendre plus bas, on pourrait éventuellement avoir plus tard donc un retour ici sur cette zone qui fonctionnerait dans ce cas-là comme une zone de résistance. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un dernier titre pour voir un peu ce que ça donne, mais en fréquence hebdomadaire. Alors on va choisir un titre un peu différent. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre GTT, voilà, on va prendre le titre GTT, puisqu'en fait j'ai eu pas mal de demandes sur le titre, et qu'en fait je me rends compte que le titre n'est pas coté depuis très longtemps, donc ça devient intéressant si on le regarde en analyse hebdomadaire. Donc on va regarder le titre GTT. Vous voyez, en fait, le problème de ce titre pour une analyse technique, c'est que le titre n'est coté que depuis 2014, fin 2014, donc en gros on a 5 années de cotation. Le problème, c'est quand on a peu d'historique comme ceci, il est difficile de faire une analyse technique en unité de temps ou en fréquence mensuelle. D'accord? Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de zoomer un peu sur le titre pour mener une analyse technique en fréquence hebdomadaire, en gardant à l'esprit qu'une analyse technique en fréquence hebdomadaire est moins significative, entre guillemets, qu'une analyse technique en fréquence mensuelle. Donc on va zoomer ici, et ce que je vais faire, en fait, c'est je vais analyser les différents gaps sur le titre GTT. D'accord? Pour voir un peu comment fonctionnent ces gaps sur GTT. Donc on y va, on part à la recherche des gaps. Donc on part à la recherche des gaps, c'est parti, on voit qu'on en a un ici. Alors bien entendu au départ on a du mal à les repérer visuellement quand on n'est pas habitué. Plus on pratique l'analyse technique, plus on s'habitue à repérer des choses. Donc ici on voit qu'on a un gap, donc on va le matérialiser comme ceci. Alors comme d'habitude je vais le prolonger dans le temps, voilà, comme ceci. Donc on a un gap haussier ici, donc gap haussier on se rappelle, hein, potentielle zone de support à court terme, en cas d'inversion de polarité ça devient une zone de résistance. Ça c'est ce qu'il faut retenir. Donc on va continuer comme ceci, ici je n'ai pas de gap, je continue, ok, pas de gap, les titres reviennent. Alors vous voyez qu'ici la zone de support ne fonctionne pas, d'accord, c'est à dire qu'on pourrait avoir un support ici, ça ne fonctionne pas, le titre part à la baisse. Pour autant, vous voyez, cette zone en fait est retestée ici et devient une zone de résistance. Vous voyez, donc on a une inversion de polarité ici. Alors bien entendu, de temps en temps, les zones de support ne fonctionnent pas, hein, c'est le cas ici. Donc le titre passe à travers de la zone de support ici. Donc pourquoi? Parce que vous vous rappelez qu'on l'a vu dans la leçon précédente, hein, c'est-à-dire que tous les gaps n'ont pas la même signification. Ça veut dire qu'ici il s'agit d'un gap de terminaison probablement. Et vous voyez que cette zone ici est retestée, et donc on a une inversion de polarité avec un retest de la zone qui devient une zone de résistance. Donc on va continuer un peu l'analyse. Donc on descend, les cours descendent très fortement. On voit ici qu'on a un gap, vous voyez, on a un gap ici, donc on va le matérialiser en rouge parce qu'il s'agit d'un gap baissier, comme ceci. Donc on va mettre tout ça en rouge, voilà, et on va prolonger le gap dans le temps, donc comme ceci. Donc gap baissier, et l'idée, il faut se rappeler ça, c'est qu'un gap baissier devient une zone de résistance, au moins à court terme. Donc on va regarder un peu ce qui se passe. Donc les cours se rapprochent, ok. Et vous voyez, les cours sont fortement rejetés en fait, hein, puisqu'on revient ici tester la zone des 32, 33 euros, une fois, deux fois, et les cours sont rejetés ici à 25 euros, 24 euros même, hein, 25, 24. Donc ça veut dire, et ça c'est un point important, que quand on est un investisseur de long terme, il est préférable de ne pas acheter de titres dans des zones de gap, en tout cas dans des zones de gap baissier, au moment du retest. Pourquoi? Parce qu'un gap baissier est potentiellement une zone de résistance, au moins à court terme. Donc bien entendu, un investisseur qui achète dans cette zone prend le risque que les cours soient rejetés un peu plus bas ou beaucoup plus bas. D'accord? Donc l'idée quand on est à proximité d'un gap comme ceci, c'est d'attendre de voir ce qui se passe. D'accord? D'attendre de voir si les cours sont rejetés plus bas. Et si c'est le cas et qu'on souhaite absolument rentrer sur le titre,
on peut en profiter, c'est-à-dire commencer à rentrer sur le titre à un prix beaucoup plus faible. Et donc si la zone venait à être cassée, il est préférable d'attendre un throwback sur cette zone, d'accord, comme ici on a un pullback, hein, vous voyez, la zone est cassée, on a un pullback. Vous voyez, c'est la même chose ici, hein, c'est-à-dire que si la zone de résistance est cassée, potentiellement ensuite on peut avoir un throwback avec un nouveau point d'entrée situé à peu près sur la même zone. Donc le risque est relativement limité. Donc ici on voit qu'en fait cette zone a très bien fonctionné comme zone de résistance et on va continuer à regarder ce que ça donne au niveau des cours. Donc les cours redescendent et vous voyez qu'on est redescendu ici à 24 €. Les cours redescendent, remontent, retestent la zone. Vous voyez ici on est en fréquence hebdomadaire, donc sur une semaine, vous voyez les cours sont bloqués et puis on a une tentative de cassure. Alors on va regarder ce qui se passe au niveau de la cassure. Donc les cours repartent très fortement. Et donc vous voyez, l'idée ici pour un investisseur de long terme, c'est de se dire potentiellement « Oh, je suis en train de rater la hausse, il faut vite que je cours après le titre ». Et pas forcément, parce que la réalité c'est que les gaps sont souvent retestés ensuite. Donc vous voyez en fait, alors on est en semaine, hein, donc il se passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il se passe environ 12 semaines, donc 3 mois plus tard, en fait les cours sont revenus sur cette zone. Donc vous voyez ici on avait fait un plus haut dans cette zone, hein, aux alentours des 33 €, et ici on est revenu retester ici la zone des 33 €, donc en fait on était au même prix qu'ici. Tout ça pour dire qu'en fait quand on est sur une zone de gap, on n'a pas forcément besoin de paniquer en prenant des positions. Un investisseur de long terme ne devrait jamais prendre de position à l'achat sur des zones de gap baissier qui n'ont pas encore été retestées. Pourquoi? Parce que cette zone est une potentielle zone de résistance, au moins à court terme. Donc ici on vient retester cette zone, on a une inversion de polarité, et donc vous voyez, hein, cette zone devient une zone de support, inversion de polarité, tester une fois, tester deux fois, tester trois fois, belle zone de support. Donc en chandelier japonais on a quasiment un double creux ici, hein, un double bottom, et les cours repartent de l'avant, en tout cas semble-t-il. Et alors vous voyez, on revient sur cette ancienne zone de support qui pour le moment fonctionne comme une zone de résistance. Vous voyez, donc on a des acheteurs qui achètent ici et en fait qui se font avoir puisqu'il y a des vendeurs, il y a une zone de vente ici potentiellement très forte. Alors on va regarder ce qui se passe ensuite. La zone est cassée. Et comme d'habitude, hein, les investisseurs qui ont raté le point d'entrée ici vont pouvoir récupérer un point d'entrée ici. D'accord? Puisqu'on a une zone de résistance ici qui est cassée, inversion de polarité, ça devient une zone de support. D'accord? Zone de support, zone de support, zone de support. Et on n'oublie pas que cette zone fonctionne comme un élastique, donc on peut effectivement pénétrer cette zone et remonter au-dessus ensuite. Donc on va regarder un peu ce qui se passe, vous voyez, et donc cette zone en fait fonctionne comme une zone de support. On garde à l'esprit que c'est une zone qui fonctionne comme un élastique, donc potentiellement ça peut être enfoncé pendant 1, 2, 3 chandeliers, parfois un peu plus, 5, 6, et puis ça remonte très fortement. Donc le cours remonte très fortement, vous voyez, je ne vais pas faire tous les gaps, hein, parce qu'on a d'autres gaps. Et puis on va regarder un peu ce qui se passe ensuite. Vous voyez, les cours redescendent, et cette zone fonctionne à nouveau comme une zone de support, et c'est ça qui est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on a une zone de support ici, et donc un rebond ici de 50% sur le titre. Voilà, donc ça c'était pour GTT, donc ça c'est pour une analyse technique rapide, hein. Si on devait continuer l'analyse, on verrait ici qu'on a un gap baissier, donc dans cette zone, et donc si je prolonge un peu ici la zone, on va mettre 2000 encore, vous voyez, potentiellement on a une zone de résistance très forte dans la zone des 90 € environ. D'accord, donc si le cours de GTT venait à remonter dans cette zone, en tout cas à horizon quelques semaines, donc ça pourrait durer entre, on va dire, je sais pas, entre 4 semaines et 12 semaines, on pourrait fortement bloquer dans cette zone, voire complètement bloquer avant de retomber. Ça, c'est pas impossible. Donc quand j'écarte un peu le graphique de GTT, ça donne quelque chose comme ceci. Et on voit également, je le vois ici, qu'on a un gap, et donc ça c'est peut-être intéressant pour ceux qui suivent la valeur actuellement, c'est qu'on a un beau gap baissier également ici, qui n'a pas été comblé. Donc on va mettre ici, on va prolonger dans le temps, vous voyez, et donc on a éventuellement une zone de gap ici également très forte dans la zone des 78-79 €. Donc il faudra voir un peu ce que ça donne dans cette zone dans les semaines qui viennent. Voilà, donc ça c'est pour GTT. Donc on a une belle tendance, hein, sur GTT 2015-2020, on a une très belle tendance avec une très belle correction. Alors si on regarde un peu les retracements de Fibonacci, juste pour voir un peu ce que ça donne, on est par ici. Vous voyez, on a retracé 61,8%.
Voilà, donc c'est un titre qui potentiellement peut repartir de l'avant, comme éventuellement caler un peu plus tard, donc c'est-à-dire avoir une croissance un peu plus faible. Pourquoi pas venir chercher cette zone avant de caler un petit peu, ou éventuellement aller chercher cette zone avant de caler un petit peu. Voilà, donc ça c'était une illustration au niveau des gaps, c'est vraiment quelque chose que j'utilise très souvent pour voir si il est possible ou non de prendre position dans un marché ou non. En gardant à l'esprit que je n'entre jamais à l'achat sur une zone de gap baissier. C'est-à-dire que je ne serai jamais rentré ici à l'achat sur cette zone, comme je ne rentrerai jamais à l'achat sur la zone des 78-79 euros ici, ni sur la zone des 90-91 euros si on y va. Voilà, c'est tout pour cette vidéo complémentaire sur les gaps. J'espère que celle-ci vous a plu. Bien entendu, si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.